vérité, c'est que tout le monde est épuisé. Il faut quand même s'en rendre compte. Moi, je vous demande d'y réfléchir. Comprenez que nous avons une campagne présidentielle dans les bottes, plus une campagne législative. Et il faut bien que j'arrête un jour. J'ai besoin de me reposer. Ouais, mon pote, je veux mon été tranquille. Je veux reconstituer ma force. J'en ai besoin. Des vacances, des vacances, des vacances. Eh bien non, pourtant, il faudra encore attendre et rester quelques jours de plus à l'Assemblée. Désaccord, justement, entre les députés et les sénateurs. Un désaccord sur la réserve parlementaire qui va donc obliger les députés à rester dans l'hémicycle au moins jusqu'au 9 août, mercredi prochain. Et les premiers pas dans cet hémicycle, ils ont été rudes pour les nouveaux députés. Fatigue, épuisement, dispersion, agacement à l'Assemblée. Et à mon avis, ce n'est que le début. En tout cas, on en parle dans la médiasphère. Avec sur ce plateau Michel Taube, fondateur de opinioninternationale.com, Muriel Réus, fondatrice du mouvement des femmes avec, Stéphane Attal, fondateur de l'agence Les Influenceurs. Vous êtes aussi l'auteur d'Influencer, c'est la communication d'aujourd'hui, paru chez Maxima. Et Élodie Mielzarek, sémiologue, experte en langage verbal et non verbal. Et vous êtes l'auteur de Déjouer les manipulateurs aux éditions du Nouveau Monde. Les débats à l'Assemblée donc sur le projet de loi sur la moralisation de la vie politique s'annonçaient longs et houleux. Je le disais, certains pensaient que ça irait plus vite. Ça coince sur certains points. C'est pas si simple que ça finalement. Non, c'est pas si simple que ça, mais il faut savoir ce qu'on veut. Quand on voit Mélenchon qui se plaint d'être fatigué, de voir des vacances, quel culot quand même, quoi. Déjà, c'est un professionnel de la politique, donc il sait très bien que la politique est rude. C'est vrai qu'elle a été rude, mais j'ai envie de dire, ils sont là pour ça. Il a été élu député de la nation. Le peuple a choisi de nouveaux gouvernants. Il y a des lois à faire passer, il y a des lois à discuter. Et donc, il faut le temps nécessaire pour cela. Et je ne suis pas inquiet pour lui. Il prendra des vacances. Et s'il est trop fatigué, il peut aussi avoir une idée, c'est passer la main à des jeunes prometteurs dans son mouvement, la France Insoumise, donc qui passe la main et qui observe plus la vie politique. Alors, il n'y a pas que lui qui veut des vacances. Justement, on va écouter ceux qui veulent des vacances, puis ceux qui, eux, veulent rester au travail. En réalité, quand les Français sont en vacances, on devrait mettre les parlementaires en vacances aussi. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons en leur absence donne le sentiment d'être fait dans leur dos, ce qui n'est pas admissible. Quand on a eu la semaine dernière encore plus de 50 heures en séance publique, plus les réunions de commission, plus le travail de bureau quand on rentre à 3 heures du matin ou quand on se lève à 6 heures, oui, ça peut être un peu compliqué. On est avant tout là pour travailler, voter des lois, plutôt que de prendre des vacances. S'il faut être là, on sera là. Là, vous savez, on n'a pas le sentiment, quand on vient à l'Assemblée nationale, de descendre à la mine. Et puis les Français attendent qu'on soit au travail. Ensuite... C'est vrai qu'ils ne descendent pas à la mine quand même. C'est quoi ? Il y a les bons élèves et les mauvais, ou c'est les faillots et les rebelles ? Alors, ce qui concerne Mélenchon, de mon point de vue, c'est qu'il est encore dans son fonds de commerce. Là, il a vraiment eu besoin de faire une vidéo pour dire qu'il était fatigué. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Il a été élu dans une circonscription qui ne le connaissait pas avant l'élection présidentielle. Il a été élu par des gens qui sont sous 40 degrés dans la canicule. Et il se plaint de travailler. Je trouve ça, mais plus que limite, ça dégrade la fonction politique. Et je trouve que ce type-là, comme on disait l'autre fois, il est à Macron ce que Marchais était à Giscard. Et moi, je pense que Marchais aurait jamais fait une chose comme ça. Voilà. Cette idée de la politique, du service aux Français, finalement, dans toutes les interviews qu'on vient de voir, seul Boris Vallaud a dit quelque chose qui ressemble à quelque chose pourtant député de d'élégant. l'opposition de la Nouvelle Gauche, donc n'est pas dans la majorité. L'élégance va quand même jusqu'à dire que quand on est élu, quand on est député, quand on est un privilégié, on travaille tout le temps, c'est comme ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, il joue sur un registre qui est celui de la proximité. Il va parler de vie normale, et puis il va dire « je suis comme tout le monde ». Donc voilà, il fait une espèce de symbiose entre celui qui le regarde et puis lui en tant qu'émetteur. Mais ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que il y a beaucoup de Français qui partent pas en vacances. Pour Le Figaro, c'est 37%, pour La Tribune, c'est 40%. Donc paradoxalement, en fait, il s'adresse davantage à des gens, ou en tous les cas presque 1 sur 2, qui, eux, ne vont pas avoir cette chance. Et quand il dit 15 jours, il dit « oh, j'aurai que 15 jours », mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas ces 15 jours-là, qui ne les prennent pas. On va revenir en effet sur une séquence en longueur de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il est un peu à la tête de cette fronde parce qu'il fait beaucoup de vidéos, mais là on a l'ensemble des députés de l'opposition. Là, à part certains, en effet, on a vu Boris Vallaud qui finalement lui tempère, ils vont pas à la mine. Mais quelle image quand même. Ouais, moi je les invite à partager le quotidien des Français quand même.
hein, franchement. Ils ont voulu ce job, hein. Ils se sont vraiment mobilisés pour l'avoir, ils l'ont. Bon voilà, maintenant, il y a le travail au service de la France, le service au travail de nos concitoyens. Et puis ils travaillent sur une loi qui est quand même censée, qui était cette loi phare, la loi sur la moralisation. Non, c'est assez pathétique. Bon, la vraie problématique, c'est la tenue des débats en ce moment, avec tous ces cafouillages qui polluent le débat parlementaire. C'est vraiment ça, le fond. Bon, Mélenchon, il est dans sa posture. De toute façon, depuis qu'il est à l'Assemblée, il râle. Donc il râle, il ne met pas de cravate, il se lève, il quitte les débats. Bon, bah là, il râle sur les vacances. Il est dans sa posture habituelle. Mais bon, encore une fois, je les invite à partager le quotidien des Français. Et en plus, ils auront des vacances prolongées, puisque comme il y a les élections sénatoriales, du coup, le 24 septembre, du coup, l'Assemblée nationale va fonctionner à minima. Donc on verra moins les absences et les vacances prolongées de certains au mois de septembre. Et puis il y a un phénomène sur lequel il faut insister. Bon, je dirais que j'ai un magazine sur la question internationale, mais c'est très français. Cette pause estivale de 1 mois ou 2 mois, il y a de nombreux autres pays où l'activité reste extrêmement intense, aux États-Unis, mais même en Europe. Donc ce phénomène d'une pause complète au mois d'août, il est assez rare finalement dans beaucoup d'autres pays. Donc effectivement, Mélenchon là-dessus, il a un peu tout faux. D'autant plus que tous les candidats à la présidentielle avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de pause estivale. Enfin, je veux dire, tout le monde était d'accord pour dire il faut se mettre au travail vite. Et puis on sait très bien que cette pause estivale... C'est un peu le cas chaque année. Enfin, je me souviens que c'était un peu pareil sous le gouvernement Hollande. Les vacances, certains étaient autorisés à sortir du territoire pour les ministres, d'autres pas. Il y avait eu quand même cette espèce, notamment en début de quinquennat. C'est toujours un peu, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Qui arrive juste avant l'élection, arrive un peu avant les vacances. Voilà, on est vraiment dans cette période des 100 jours, voilà, qui est extrêmement importante. Donc on sait tous très bien que pour moderniser ce pays et faire passer les lois qui doivent impérativement être votées, cette période des 100 jours est extrêmement importante, puisque quand les Français vont revenir de leurs vacances, bon, quel sera leur état d'esprit pour accepter les changements qui sont mis en œuvre. D'ailleurs, on le voit bien sur les 5 € de l'aide au logement, ce qui vient de se passer sur l'APL. Donc, cette période, elle est fondamentale aussi. Alors, la critiquer ou en tout cas se plaindre de ne pas être sur les plages françaises en ce moment, c'est vraiment un manque de pudeur, je trouve. Il n'y a aucun chef d'entreprise ou aucune équipe dirigeante d'entreprise qui arriverait dans une entreprise qui prendrait des vacances pendant les 3 premiers mois. Ça n'existe pas. Puisque tous les salariés, un salarié qui commence un contrat de travail, il en a pour un an avant de pouvoir prendre ses congés. Emmanuel Macron Mélenchon va peut-être lui dire de rester au travail pendant un an. Emmanuel Macron a dit que son programme, c'était la transformation de la France, la transformation des mentalités. Mais il faut commencer par transformer les gens qu'il a fait venir à l'Assemblée pour leur faire comprendre que, 1, ils sont d'abord très bien payés, bien plus payés que la moyenne des Français. 2, comme dit l'autre, ils vont pas à la mine. Aller à l'Assemblée, c'est quand même pas aller dans la mine, justement, dans la mine de sel. Donc je trouve ça indécent, incorrect, inélégant et en plus inutile. On va justement écouter Jean-Luc Mélenchon en longueur, parce que justement, comment il justifie ça, justement, le renouvellement pour lui de la vie politique, c'est autre chose. On l'écoute. Allez, vous avez plage maintenant, là ? Hein, non, vous avez de la chance, hein, vous avez plage. Moi, j'ai la séance va reprendre, voilà mon programme. Bon, encore jusqu'au 3 août, à moins qu'ils leur prennent une nouvelle foucade, ils décident de continuer à nous faire travailler. On a tous annulé nos locations. Hein. Vous croyez que je suis quoi, moi, comme tout le monde, hein, et mes collègues. Et ceux qui ont les petits à la maison, il y en a. J'ai plusieurs députés, moi, c'est des jeunes. Alors, il a fallu annuler les locations, puis tout le monde ne peut pas annuler les locations, en retrouver d'autres derrière. Si vous voulez changer la vie politique, il faut la rapprocher de la vie normale. C'est pas normal de rester le 28 juillet jusqu'à 2h du matin à discuter sur des virgules et des points dans un machin dont tout le monde sait que ça sert à rien. Pourquoi nous avoir retenus ? Ils n'ont même pas dit à quel moment ça finit, cette histoire. À quel moment on va finir ? On ne le sait pas. Le 4, j'ai fait ma valise et je m'en vais me reposer. J'aurai 15 jours, les amis. J'espère que vous avez un peu plus. Enfin bon, je ne me plains pas, hein. Certains Français n'ont pas de vacances, lui n'aura que 15 jours, il espère que les gens auront plus. Bah, justement, là, il faut se demander... Et surtout que dans son discours, dans son corpus idéologique, qui est d'être populiste et de prendre la défense de ceux qui ont le moins, il oublie vraiment, comme le disait Élodie Milzarek, toutes celles et ceux qui ne prennent pas de vacances, qui ne peuvent pas prendre de vacances. Donc dans ce cas-là, je le redis, qui travaillent tout l'été, qui prennent éventuellement une journée avec le Secours populaire qui emmène des enfants de Seine-Saint-Denis à aller sur les plages de Normandie. Mais voilà, qu'il fasse ça. C'est ça la réalité de beaucoup de Français. Donc vraiment, il
il est vraiment choquant, même par rapport, je trouve, à son électorat et à son corpus idéologique. C'est un paradoxe un peu, c'est ça. Moi, ce que je trouve, ce que je lis en deuxième lecture, si vous voulez, il y a la posture, il y a je prends pas de vacances, mais en deuxième lecture, ce qu'on sent bien, c'est ce rejet du fonctionnement de l'Assemblée aujourd'hui. C'est un peu contre cela qui s'élève. Il dit on reste jusqu'à 5h du matin ou à 2h du matin. En fait, ce qui pointe du doigt, ce qui met en exergue, c'est les dysfonctionnements. C'est cette espèce d'incompétence aujourd'hui qui existe sur le fait que parfois, les textes ne sont pas votés comme ils devraient l'être, que la parole n'est pas donnée. Oui, il à dit qui elle doit des heures donner. pour un point, une virgule. Voilà, il y a aussi ça derrière. Il y a aussi cette. Il dit le renouvellement de la vie politique, ça passe forme, par se rapprocher de la vraie vie des gens. Donc il estime, c'est comme ça qu'il dit quand même dans la vidéo. Ça c'est pertinent et il pourrait tout à fait le faire de manière analytique, mais lui il choisit son registre qui est effectivement son commerce de fond, c'est-à-dire que c'est le pathos. Et donc là, il parle des petits-enfants qui verront pas leurs parents et on voit bien à quel point c'est une construction qui est tout à fait idéologique et c'est même déplaisant du coup de voir à quel point il utilise des ressorts qui sont des ressorts psychologiques, dramatiques, etc. pour abonder dans son sens de il lui faut 15 jours de vacances. Cette séquence, c'est du populisme, mais c'est du mauvais populisme. Exactement. Parce qu'en plus, encore une fois, il oublie beaucoup de nos concitoyens. Et puis, il oublie surtout que oui, mais encore heureusement, il ne représente pas la majorité de nos concitoyens. A le salaire pour partir en vacances. Attendez, il dit qu'il faut rapprocher la vie politique de la vie normale, mais il n'a pas un train de vie normal. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il a sa voiture, il a son chauffeur, il a ses repas. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est indécent vis-à-vis des gens qui l'ont élu et vis-à-vis des Français tout court. Il veut se positionner encore une fois aussi là en patron un peu de l'opposition, déstabilisation, un peu ça. La formule qu'il donne sur ses députés est assez puisqu'il parle de ses petits, mes députés. Lui qui ne voulait pas incarner justement, il disait qu'il laisse à la nouvelle génération arriver. Quand il était président de la République, il ne serait pas le président justement. Il est dans un paradoxe tout le temps un peu quand même, Jean-Luc Mélenchon, une personnalité très paradoxale. Exactement, et même les gens qui l'entourent disent notre président. Donc il a encore cette figure-là très intéressante. On sent bien qu'il a du mal à prendre du recul. Ce qui était pertinent, c'était de voir qu'il y a 5 ans, effectivement, il était sur un registre qui était celui de la colère lors de sa campagne présidentielle. Là, il avait changé de registre pour basculer sur une émotion beaucoup plus positive qui est la joie. Et puis, on l'a vu le soir de sa défaite, il a balayé ça d'un revers de la main. Il est retombé sur quelque chose qui était une émotion négative, la colère. Et là, ce qu'on voit poindre, ce qui est intéressant, c'est l'envie. Et donc voilà, il envie ceux qui partent en vacances, il est tout le temps sur ce registre-là, qui est une émotion, là encore négative. Donc voilà, mais là, il en fait trop. Et effectivement, en termes de communication, on peut se poser la question jusqu'où c'est nuisible, effectivement, pour lui, par rapport ne serait-ce qu'à son électorat. Voilà. Là où c'est nuisible, c'est que depuis son élection et depuis l'arrivée des députés à l'Assemblée, il n'a plus de contradicteurs. Jean-Luc Mélenchon, il est super bon dans le débat. Voilà, quand il a quelqu'un qui s'oppose à lui, que ce soit un journaliste ou un politique, là, il y va. C'est pour ça qu'il tente de provoquer constamment, d'ailleurs. Il fait débat parce qu'il entraîne des gens autour de lui, parce qu'il a une argumentation, et une éloquence et une qualité de joute verbale qui est vraiment hors norme. En tout cas, surtout par rapport à tous ces nouveaux députés qui sont là. Mais là, il est tout seul face à sa caméra. Donc finalement, il est presque une caricature de lui-même. Oui, mais je nuancerais quand même le propos. Je l'ai critiqué moi aussi là depuis un moment, mais il arrive encore une fois à occuper le terrain médiatique et à apparaître comme... Ce sont de très bons communicants, la France Insoumise quand même. Voilà. Et votre reportage, ils sont toujours à la limite, mais... Et en termes de communication politique, votre reportage était très intéressant. On voit plusieurs députés dans les couloirs de l'Assemblée nationale commenter, et puis Mélenchon qui lui utilise son propre canal d'expression, sa chaîne YouTube. Qui marche très fort, qui a énormément de visiteurs, que vous relayez sur LCI et que d'autres médias font également. Et donc, du coup, on n'arrive pas encore à savoir, parce que nous sommes de nombreux observateurs à se dire il en fait trop, il suroccupe l'espace médiatique, et à un moment donné, il va s'épuiser et ça va être contre-productif. Mais pour le moment, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il a quand même réussi, pendant ces 3 mois d'ouverture d'un nouveau chapitre politique, à être l'opposant principal, presque le seul. Même sur les coups de com' quand ils viennent. Exactement. Et le code du travail, le panier de fruits et légumes à 5 €. Moi, je la considère comme réussi pour lui, même si sur le fond, il est vraiment très démagogique. Mais en termes de communication politique, franchement,
Pensez à Marine Le Pen, pensez aux constructifs, pensez aux LR, pensez aux socialistes. On ne les voit pas comme on voit Mélenchon. Ce qui est judicieux de sa part, c'est que justement de passer par un médium qui est la chaîne YouTube. Les médias alternatifs. Exactement. Quelque part, il prend les Français à témoin en plus. C'est-à-dire que si réellement il a fait sa valise et qu'il part le 4, il ne pourra pas dire mais attendez, je fais ça dans le dos ou j'ai fait ça sans prévenir, puisque effectivement c'est un appel à témoins qu'il lance devant tous les Français. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est très judicieux. Tout à fait. Mais il continue dans sa lignée effectivement présidentielle. Il a occupé ce type de. Oui, mais je rajouterais une émotion. Moi, je trouve qu'il est dans l'ennui. Je le sens dans l'ennui. Il a amené un combat qui était un combat extrêmement important. Il a pensé gagner. Il a été un tribun formidable. Et là, il s'ennuie objectivement. Est-ce qu'il est réellement à sa place? Est-ce qu'il voit peut-être que ça pourrait aussi fonctionner et que ça l'embêterait finalement qu'on réussisse et que les députés, la majorité réussissent. Il n'est pas dans le combat, là. Il est dans un truc qui est quand même... C'est pas son registre. L'Assemblée, c'est quand même un rôle très particulier. C'est vrai qu'on est assis pendant des heures sur les bancs. C'est vrai qu'on doit écouter. C'est vrai qu'on doit traiter les points-virgules. C'est pas sa personnalité à Mélenchon. Mélenchon, c'est un mec qui est au combat, qui a besoin de combat. Sur le terrain. Très bien, mais sauf qu'il a été élu député. Donc il s'ennuie. Voilà. Et comme il s'ennuie, il est dans cette posture de revendication permanente. On est bien dans le jeu. Quand je me lève et que je quitte l'Assemblée, j'ai besoin d'exister. Mais moi, je pense que c'est la preuve de son ennui. Il n'est pas à la bonne place. Il n'est pas à la bonne place. Mais il pourrait en avoir il n'est pas dans le bon rôle. Il pourrait en avoir une autre. Il pourrait avoir la sienne dans sa circonscription. Là où il a été sur le terrain à Marseille. Il n'y va pas. Oui, mais ça, il n'y était pas avant, il n'y était pas pendant, il n'y était pas après. Il n'y a jamais été à Marseille, on a l'impression en plus, surtout. C'est un parachutage en or qu'il a eu, et c'est clair qu'il ne va pas devenir Marseillais, Jean-Luc Mélenchon, c'est certain. Parachutage, il a gagné quand même, c'était pas si simple. Il a gagné, il a gagné. Respecter ses électeurs. Il connaît bien la ville. C'était pas simple, mais c'est vrai que c'était un parachutage. Non, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire ce pourquoi il n'est pas fait. C'est toujours la même chose. Être en équation avec lui et être en équilibre avec soi, c'est aussi faire ce que l'on sait faire, d'accord? Mélenchon, c'est quelqu'un qui est dans le combat. Là, on lui demande d'être passif, de réagir à des textes. Il n'est pas dans sa personnalité profonde. Et donc, comme il s'ennuie, tout ce qu'il fait, c'est la démonstration de m'emmerder, j'ai envie de partir en vacances, voilà. Et pour rebondir sur ce que dit Muriel Réus, moi, je pense effectivement qu'il a commis une erreur stratégique, c'est qu'il a pris la présidence du groupe La France des Insoumis. Donc, du coup, il est complètement accaparé par l'animation de la fonction parlementaire. Alors qu'effectivement, il a été candidat à l'élection présidentielle, il se voit dans un destin présidentiel, et il aurait peut-être dû, pour ne pas s'épuiser trop vite en termes de communication, prendre un petit peu de recul, laisser assez petit, comme il dit, le commentaire de l'actualité du jour, pour pouvoir lui-même prendre de la hauteur. Manifestement, c'est pas ce qu'il a pris comme choix. Et c'est vrai que là, son corps, son mental, ses désirs le rattrapent. Et là, sur ces vidéos, effectivement, l'ennui déborde de son propos. Il est sur l'anecdote, vous voyez, je veux dire, très régulièrement, il est un peu sur des choses très anecdotiques, qui sont très loin du quotidien des Français, qui sont très loin des enjeux de la France, qui sont très loin des enjeux dont on a vraiment besoin, sur lesquels on a vraiment besoin de travailler. Justement, en parlant des enjeux, c'est que là, ils sont quand même en train de travailler sur une loi qui est censée redonner la confiance aux Français en l'homme politique. Est-ce que là aussi, c'est pas paradoxal? C'est-à-dire qu'on voit qu'ils s'écharpent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Là, je parle dans l'ensemble, dans l'Assemblée, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Là, alors là, ça coince entre le Sénat, finalement, les sénateurs et les députés. On sent qu'il y en a certains qui n'ont pas envie de lâcher quand même, les vieux briscards ou ceux qui ont déjà fait de la politique, ont déjà été députés, n'ont pas envie de lâcher en fait certains privilèges. Ça donne une image aussi quand même assez contradictoire là aussi pour les Français, non? Bah oui, mais ça donne pas envie de refaire confiance. C'était prévisible. C'était prévisible. Et c'est peut-être, si cette loi arrive à passer, quels que soient les amendements, et puis en attendant le renouvellement du Sénat... Voir si elle est reniée ou pas. Le Sénat n'a pas été renouvelé. Le Sénat n'est pas en marche, comme l'Assemblée. Si cette loi passe, ce sera peut-être la véritable fin de la monarchie républicaine dont on parle depuis 50 ans. Mais aujourd'hui, très franchement, voter contre soi-même, c'est quand même un challenge. Oui, non, mais là, c'est un sujet, je vais dire presque, c'est un sujet de loi. Ils sont d'accord sur la loi ordinaire.
La problématique, C'est la loi elle est organique, sur la loi organique. Ils se sont mis d'accord sur l'essentiel, sur les non-emplois familiaux, même si on sur la l'attendait. suppression de l'enveloppe. La vraie discussion aujourd'hui, elle est sur la réserve parlementaire, d'accord, sur ces 130 millions qui sont affectés pour aider les collectivités ou pour aider les associations. Et comme le Sénat est à droite, majoritairement, il y a un vrai débat sur ce sujet-là. On les a quand même Est-ce qu'ils vus vont arriver à trancher? Moi, je pense qu'ils vont arriver à trancher là-dessus. De toute façon, il y a une attente très très forte de la part des Français. Il y a une attente de Macron, donc ça devrait se faire. Autre attente, justement, fin de la monarchie parlementaire ou autre. En tout cas, on veut réformer l'Assemblée, ça c'est sûr. François de Rugy présente son projet ce matin. Alors, qu'en est-il? En quoi consiste-t-il? Pauline Rosenberg nous explique tout. Et un temps de parole maximal de 5 minutes. L'objectif de François de Rugy est clair. Rendre l'Assemblée plus efficace et les procédures plus rapides. Les groupes de parlementaires travailleront notamment sur une possible adoption des projets de loi après simple examen en commission et sur la rapidité de la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Une simplification qui inquiète dans l'hémicycle. Les moyens de travail des parlementaires, je les trouve plus que modestes. Et du coup, est-ce qu'il est sérieux d'aborder un certain nombre de textes importants dans ces conditions-là ? Puis la question de l'accélération des procédures. Si c'est pour escamoter le débat parlementaire, j'y suis défavorable. Quand on veut faire passer des lois directement en commission, c'est-à-dire dans un endroit où tous les parlementaires ne peuvent pas siéger, ne siègent pas, je crois que c'est un problème. Je vois surtout une volonté politique, encore une fois, de réduire les prérogatives du Parlement, et ça, c'est un problème. Autre aspect de cette réforme, les privilèges des parlementaires. François de Rugy entend modifier certaines conditions de mandat. L'indemnité parlementaire d'environ 5 700 € par mois ne devrait pas être modifiée, mais certains avantages matériels pourraient l'être. Les régimes particuliers de retraite et de chômage liés à la fonction pourraient être supprimés au profit du régime général. Quant à la gratuité des transports ferroviaires, elle pourrait être annulée pour les anciens députés ayant fait plus de 3 mandats. Elle coûterait, selon François de Rugy, 800 000 € par an à l'Assemblée. Il y a une volonté de changer aussi quand même, du coup, encore une fois, l'image des députés, alors notamment sur les privilèges, mais il y a une question de simplification pour montrer une modernité, peut-être une réactivité aussi au sein de l'Assemblée qui aujourd'hui a l'impression, les Français, que voilà, ça patine un peu quand même à l'Assemblée. Il y a une volonté de transparence. Il y a une volonté de transparence, mais qui n'est pas leur propre volonté, qui est la volonté exprimée par les concitoyens, qui est une volonté qui s'est traduite dans les sondages pendant toute la présidentielle et à cause des affaires qui ont été extrêmement violentes et très médiatisées. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est normal qu'on ne fasse pas marche arrière. L'indemnité, par exemple, des frais aujourd'hui qui est sujette à représentation des frais me paraît extrêmement normal. Enfin, on est juste en train de remettre un peu d'ordre dans ce qui était très aléatoire. Donc, personne ne peut s'opposer à ça. Et il serait quand même extrêmement stupéfiant. Et d'ailleurs, ils ont voté les textes, je vous disais tout à l'heure. Ils ont voté les textes. La seule chose sur laquelle aujourd'hui ils ne sont pas d'accord, c'est cette réserve parlementaire. Parce qu'elle permet à certains de faire du clientélisme, mais elle permet à d'autres aussi de beaucoup aider les associations. Donc, mettre tout le monde au même niveau n'est pas non plus la solution. C'est vrai que cette réserve parlementaire, elle aide certaines associations, elle aide certaines collectivités, parfois sur des sujets qui sont importants. D'autres l'ont utilisé pour faire du clientélisme, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est le seul sujet sur lequel, pour l'instant, ils ne sont pas mis d'accord. Les Français, ils ont une image négative de l'Assemblée, nos députés. C'est l'impression, en tout cas, que donnent certaines études. Il y a une nécessité aussi d'aller dans l'autre sens. Les politiques et les journalistes ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas une bonne image auprès des Français. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée que c'est la fin de la monarchie parlementaire. Pour une simple raison, c'est que sous la Ve République, ce n'est pas tellement le Parlement qui compte. La réalité, c'est que c'est le pouvoir exécutif qui a l'essentiel des pouvoirs, qui dicte même l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, puisque c'est le Conseil des ministres qui choisit et la plupart des lois qui sont présentées. Et les capacités d'initiative des députés, les propositions de loi sont quand même très, très restreintes par le système de la Ve République. Donc moi, ce que je pense, c'est que cette loi sur la confiance des citoyens dans la République ne va pas accroître la confiance de nos concitoyens beaucoup plus dans nos politiques, mais aussi parce que la montagne a accouché d'une souris, une fois de plus. C'est vrai que cette loi qui avait été présentée par François Bayrou, rappelons tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et qui maintenant en arrive à son terme, cette loi, elle se concentre sur les députés, alors qu'il aurait peut-être fallu doter l'ensemble des élus de la République d'un véritable statut, un vrai statut,
Et beaucoup avaient suggéré l'idée qu'ils aient à la fois plus de moyens et beaucoup plus de transparence, mais pas que les députés, les ministres, les maires, tous les élus de la République. Et là, ça n'est pas le cas. Et on s'est focusé sur les députés, qui est un peu le point faible, le maillon faible du système constitutionnel français, alors que l'essentiel ne se joue pas là. L'essentiel se joue dans l'exécutif. Le casier judiciaire, par exemple, ça s'applique à tous les élus. Est-ce qu'on ne va pas trop loin, justement? Si, le système de retraite. Oui, mais ça, bien sûr, mais pourquoi se concentrer sur les députés? Il y a véritablement, même sur les partis politiques, ce qu'avait initié d'ailleurs François Bayrou lorsqu'il a porté au début cette loi, encore une fois, il y a plein d'éléments qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas encore abouti. Et encore une fois, de faire croire, parce que c'était quand même des grands engagements du candidat Macron, de renouer la confiance des Français avec leur politique, je ne pense pas que cette loi suffira à renouer cette confiance. Et est-ce qu'on ne va pas trop loin? Moi, je pense que la confiance, elle va se renouer quand on arrêtera les guéguerres internes et quand on arrêtera de voir comme Mélenchon c'est plutôt ça. Ce type de propos. Moi, je pense que les Français, aujourd'hui, c'est pas tellement de la moralisation. Enfin, ils sont contents de la moralisation. Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est plus de calme, plus de détermination, plus de sens de constructivité, peut-être, de sens individuel. Pour répondre à votre question, est-ce que ça va trop loin? Vraisemblablement non, puisqu'en fait, c'est la patte Macron. C'est-à-dire que tout le monde disait de lui pendant la campagne, finalement, il sort de nulle part, ou en tous les cas, il a été banquier, il a eu une vie professionnelle avant. Mais c'est justement pour ça, parce que c'était pas un véritable homme politique depuis longtemps qu'il a été élu. Donc, la patte Macron, c'est aussi de demander aux députés effectivement d'agir et d'avoir des comportements comme des chefs d'entreprise. Et là, on sent bien que voilà, tout ce qu'il veut mettre dans la justification des frais, etc., ce que certains trouvent très difficile, pour la plupart des Français, c'est tout à fait normal. Tout le monde le fait. Oui. Et donc, c'est tout à fait logique. Et bien sûr, non, ça ne va pas trop loin. Il a été élu pour ça. Moi, je pense qu'il ne lâchera pas là-dessus. Je trouve que ces dernières semaines, d'ailleurs, il est très volontariste sur un certain nombre de sujets, que tout le monde est au garde à vous, mais ça, on avait bien compris. Alors, autre sujet, par exemple, coup de rabot par un décret très discret. Emmanuel Macron a annulé 300 millions d'euros de dotation allouée aux collectivités locales. Il avait promis qu'il ne le ferait pas avant 2017. Et dans l'été, petit coup d'été, ce décret est passé. Donc, il faut quand même qu'ils soient alertes, les députés, parce que on sent bien qu'il y a des choses qui se passent et qu'en effet, il lâche pas le cap. Non, il lâche pas le cap. Et puis, il y a des économies à faire. Ça saute. Faut arrêter de se voiler la face. On a plus de 1 000 milliards de dettes. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Donc, le fait qu'on demande des économies aux collectivités, encore une fois, ce qui est extrêmement gênant, c'est cette généralisation. Voilà. C'est la généralisation sur la moralisation de tous les députés. Tous les députés ne font pas n'importe quoi. Toutes les collectivités n'agissent pas aux dépens de l'intérêt de leurs élus. Donc c'est cette généralisation qui est un peu compliquée. En tous les cas, la caricature qui se dessine, et vous l'avez portée vous-même en présentant le sujet, il y a d'un côté les vieux briscards, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas lâcher leurs privilèges, et puis effectivement, de l'autre côté, cette nouvelle génération qui se veut efficace, rapide, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par De Rugy lui-même. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment la caricature va faire que, quelque part, ça va devenir un peu plouc, en fait, de rester sur ses privilèges. Et il arrive à dessiner cette nouvelle représentation. Sachant que des vieux briscards, il n'y en a plus beaucoup. Et surtout, c'est que est-ce que les nouveaux sont efficaces et rapides? Les nouveaux sont-ils efficaces et rapides? Il y a aussi ce sujet-là, parce qu'il y a ce doute. Les nouveaux n'ont pas soit l'envie, soit le droit, soit la capacité à venir défendre ce pourquoi ils ont été élus. C'est quand même... On est qu'à 3 mois, enfin on est dans les 3 mois, donc ça peut se transformer. Mais en réalité, quels sont les députés qui viennent dans les médias? C'est important pour un homme politique d'être dans les médias. C'est une façon de parler au peuple, de parler aux Français. Aujourd'hui, franchement, le pauvre Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement, s'essouffle. Oui. Il en peut plus, puisqu'il est le seul à parler. Il est dans son rôle au plus haut. Il est bon, non, mais il est très bon, mais il est et puis c'est très très seul. C'est son rôle en même temps. Quand on voit sur les plateaux, parole, donc c'est normalement voilà. Il y a un vrai travail de fond. Je parle même pas de la forme, parce que la forme c'est assez facile quelque part. C'est une question de pratique, mais il y a un vrai travail de fond. Ces députés qui ont été élus, qui sont issus de ce qu'on appelle à tort la société civile, donc on va dire du monde de l'entreprise, ils ont été élus pour faire un boulot. Ils n'ont pas compris que dans ce boulot, il y avait l'expression, il y avait la représentation. Non, mais c'est aussi... Stéphane, tu vois bien, ils n'ont pas été élus pour eux, pour leur personnalité. Ils ont été élus parce qu'ils avaient une étiquette Macron. Et on voit bien que la plupart d'entre eux, enfin un grand nombre d'entre eux, ne sont pas au niveau aujourd'hui. C'est ça. Alors, plutôt que partir en vacances, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un stage de formation? Oui, moi je pense qu'il aurait fallu faire des stages de formation, de training. C'est peut-être ça, non? À bon entendeur, bien sûr. Par rapport à l'expression, il y a également eu des consignes au niveau de la direction d'En Marche. Il y a eu des réunions à huis
muselés, c'est ça aussi. Il y a eu des réunions à huis clos dès qu'ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Oui, mais ils peuvent pas être muselés tout le temps. La preuve en est, c'est qu'ils viennent défendre leur projet sur des plateaux télé. Bien sûr. Et de même, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport au gouvernement lui-même. On entend dire que Macron leur reproche d'être trop technocratique. Mais c'est un petit peu... Ce qu'on lui reproche aussi à lui, d'ailleurs. C'est un petit peu des injonctions paradoxales. Parce qu'en fait, la consigne initialement, ça a été de dire, vous, les ministres, vous avez une fonction, vous êtes là pour travailler, et les députés, vous êtes là pour voter les lois. Vous pouvez faire des propositions, mais ne vous répandez pas trop dans les médias, parce que sinon, ça va vite devenir la cacophonie. Donc, et je pense qu'il y a la jeunesse des nouveaux députés d'En Marche qui font... qui fait qu'ils ont une certaine retenue, certains ont une hésitation, vraiment pour en avoir approché. Mais ça a donné une image de quand même une certaine pagaille. Quand on a vu les images de la semaine dernière entre la vice-présidente qui ne sait pas qui est le député qui arrive, qui ne sait pas comment faire, alors là, du coup, ça leur donne quoi? C'est une image, justement, c'est pas bon pour leur image, ou ça leur donne une authenticité aussi. La même vice-présidente qui a décidé de rester kinésithérapeute, elle travaille une journée par semaine, 2 demi-journées par semaine, elle a continué, et elle disait dans une interview dans Le Parisien que ses clients, enfin ses usagers, ses patients, la soutenaient et n'avaient pas le même regard cynique, critique vis-à-vis d'elle. Mais c'est ce que veulent les Français en même temps. Mais voilà, sa posture, je la trouvais assez honnête. C'est-à-dire, elle a reconnu, elle a reconnu qu'elle n'était pas à la hauteur du perchoir, comme vice-présidente 2, mais en même temps, c'est aussi ça la nouvelle Assemblée nationale. En France, il y a un système, il y a le système politique, mais il y a aussi le système médiatique. On ne peut pas le nier. Il y a pléthore de chaînes d'information. On vit dans cette, entre guillemets, dictature de l'urgence de l'information. Et quand on érige en règle le fait de ne pas aller dans les médias et de ne pas aller en capacité de défendre les lois, eh bien, on crée un mouvement de faiblesse, parce qu'en réalité, le système fait que les médias vont quand même inviter des gens, et on invite qui ? On invite des gens qui disent qu'ils veulent partir en vacances. Voilà. C'est ça le résultat. Vous souleviez la question de l'authenticité. Oui, elle est tout à fait une mauvaise image ou une certaine authenticité, sachant qu'on dit peut-être faut leur laisser un petit peu de temps. Enfin, les gens sont peut-être un peu indulgents du coup. Alors, au niveau des intentions, ça je saurais pas vous dire, mais c'est vrai qu'en termes d'analyse comportementale et des gestes, ce qu'on observe, c'est effectivement des choses qu'on ne voyait pas avant, des émotions qui sont beaucoup plus dans l'affect. Il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas là avant. Là, on était sur un mode qui était beaucoup plus robotique, beaucoup plus rigide. Oui, il y a des hésitations. Exactement. Et donc là, c'est intéressant de ce point de vue-là, ce qui se joue. Alors effectivement, on peut mettre des étiquettes. Alors soit on met l'étiquette authenticité, soit on met l'étiquette incompétence. Mais en tous les cas, ce qui se joue est nouveau. Et c'est justement ça qui était attendu. Donc quelque part, il y a une réponse à l'attente des Français. Oui, c'est aussi la conséquence de ce renouvellement. Et puis, dans le renouvellement, il y a notamment la féminisation de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu autant de femmes à l'Assemblée nationale. Attention, Muriel vous regarde quand vous dites ça. Parce qu'on parlait y a contribué. De l'inefficacité et de la maladresse en parlant des femmes. Est-ce que c'est lié à l'inefficacité? Pas du tout. Non, parce que je sais pas comment dire. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. On est trois. J'ai même voulu dire exactement le contraire. Je vais vous dire que vous demandiez s'il y avait une indulgence des Français. C'est même pas une question d'indulgence. C'est que beaucoup de Français sont très contents de voir qu'il y a un renouvellement de l'Assemblée nationale et notamment une féminisation de l'Assemblée. Et que ce phénomène-là, dont les médias parlent très peu, soit dit en passant, et c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point. Beaucoup parlé surtout quand c'était pour le perchoir. Non, mais continuons à en parler. Continuons à en parler. Faire venir des femmes je veux vous dire par là que les Français, c'est ça qu'ils observent surtout, plus que les petits quoi qu'il peut y avoir, qui ont été commis par des hommes également. Je ne voulais pas du tout parler des femmes. Donc il y a une féminisation qui est un phénomène majeur et qui sert en fait actuellement l'actuelle majorité, tout simplement. Oui, alors bon, moi je ne vais pas revenir sur la féminisation, c'est très très bien qu'il y ait plus de femmes, ça c'est une évidence. Surtout faudrait, voilà, c'est une évidence, il n'y a pas peut-être besoin de le mettre autant en avant. Non, oui, pour moi c'est une évidence, donc c'est pas un phénomène de genre, c'est une évidence, elles sont là, c'est une évidence, il y a plein de femmes talentueuses et heureusement qu'elles sont là. En France, non, ce que je trouve, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Moi je pense que le fait que tous ces députés ne parlent pas devant les médias est plutôt une bonne chose. Le fait qu'ils aient reçu des consignes pour ne pas le faire est plutôt aussi une bonne chose, parce que je pense que Macron a complètement analysé le fait qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire. Et je crois que les Français aussi, en votant non pas pour des personnalités, mais en votant pour un mouvement, puisqu'on voit bien, ils ont choisi des gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient aucune existence sur le terrain, qui n'avaient rien prouvé, mais parce qu'ils avaient l'étiquette Macron, sont prêts à accepter durant ce temps-là qui existe aujourd'hui, le fait qu'il y ait une certaine forme d'incompétence. Il ne faut pas que ça dure trop. Et donc d'ailleurs, ce que vous dites était très judicieux. Je trouve que cette période de vacances qui n'est pas encore arrivée, mais qui va peut-être arriver, on devrait former ces gens-là, parce que ce n'est pas simple quand même. L'Assemblée, le Parlement,
Parlement, les différents types de lois, les différents types de votes. On voit bien tous ces cafouillages. Il faut absolument qu'ils se mettent au boulot, quoi. Il faut absolument qu'ils intègrent les fonctionnements, les us et coutumes du Parlement. Ça me paraît être une évidence. Il faut qu'à la rentrée, tout le monde soit on the line. Parce qu'ils représentent un mouvement, mais ils n'ont pas été élus par toute la France. Si on revient aux résultats des législatives ou même de la présidentielle, on se rend compte qu'il y a quand même un vide sidéral d'abstentionnistes qui sont là et qui ne sont pas contents de voir ce qui se passe. Parce que s'ils n'ont pas voté, c'est qu'ils n'étaient pas très contents. Et s'ils ont voté contre à un moment donné, voilà, on a donc devant nous un potentiel de contre, un potentiel de rue, je dirais, qui nous prépare peut-être une rentrée sociale compliquée. C'est corsé. Mais Stéphane, tu vois, c'est encore un problème de responsabilité. Enfin, tous ces gens qui n'ont pas voté, comme tu dis, c'est aussi un phénomène de responsabilité. Oui. Il fallait aller voter. Et peut-être que s'ils avaient voté, Macron n'aurait pas eu cette majorité absolue qu'il a aujourd'hui. Donc il ne faut pas se plaindre. Ne pas voter, on ne va pas les se plaindre. Tu vois, moi je trouve qu'il y a une responsabilité totale de nos concitoyens. En une phrase. Donc, voilà. Ce sont des Gaulois. Oui, c'est notre paradoxe français. Voilà. Est-ce qu'il y a un manque aussi de pédagogie, notamment? Alors peut-être dans la formation, qu'ils soient plus pédagogues. Je parle des députés, mais aussi du gouvernement et des membres du gouvernement. Il y a un manque de pédagogie. On parlait de ce côté un peu trop technocrate, justement, pour parler aussi aux Français. Non, pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'au niveau linguistique des mots qui sont utilisés, on est sur quelque chose qui est très accessible. Il suffit de regarder les discours aussi d'Édouard Philippe. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment compréhensible de prime abord. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait des couacs, que ça ne se fasse pas dans le bon ordre, et puis que parfois il y ait de la cacophonie. Mais en tous les cas, si on prend chaque discours séparément, non, d'un point de vue des items linguistiques qui sont utilisés, avec on est plutôt sur un langage courant. De ne pas être déconnecté avec les Français. Exactement. Et ce langage courant-là, effectivement, est symptomatique d'une volonté d'être... Il y a la complexité, il y a la complexité à la fois de cette spontanéité que vous évoquez, de cette forme de jeunesse dans le rôle et dans le mandat, et à côté de la complexité du Parlement, des rouages et de l'administration même. Et donc c'est là qu'il va falloir faire la jonction. Aussi, elle ne va pas se faire toute seule. Un week-end de séminaire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et il y a la pédagogie aussi ses limites parce que le gouvernement cache son jeu également. Il y a une certaine ruse. Prenons la loi sur le travail qui est actuellement en navette parlementaire également entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La loi d'habilitation qui vient d'être votée par l'Assemblée. Et donc là, ils sont en train de s'entendre avec le Sénat. Elle ne dit pas tout et même elle ne dit pas l'essentiel de ce qui va être publié le 21 août par le gouvernement. Donc ils ne peuvent pas faire totalement de la pédagogie sur des mesures. On ne leur dit pas tout pour pas que ça fuite, pour pas que ça sorte. En fait, c'est là où le côté muselé aussi. Il y a aussi muselé dans l'information et dans la communication. Absolument. Et je pense que le gouvernement, et notamment le président de la République, surtout dans la Ve République, est maître du temps. C'est lui qui dicte les règles du temps. Et la période clé entre le 21 août et le 20 septembre, avec la grande journée de mobilisation populaire qui est annoncée pour le 13 septembre, va être le moment clé où il faudra beaucoup de pédagogie, beaucoup de vitesse. Là, ça va aller très très vite, encore plus vite que ça ne va actuellement. Et c'est là qu'on verra si Mélenchon a pris de bonnes vacances, parce qu'il aura besoin d'être en forme pour pouvoir résister à ce qui s'annonce pour la rentrée. À suivre donc, mais les vacances, c'est pas pour tout de suite pour Jean-Luc Mélenchon. Les députés vont devoir bûcher dans l'hémicycle jusqu'au 9 août prochain. Fatigue ou pas fatigue, agacement ou pas agacement, mais on n'est jamais à l'abri d'une mélenchonnade, on peut le dire, d'une sortie de l'hémicycle. Oui, ils sont comme ça chez la France Insoumise. C'était pas plus tard que la semaine dernière. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne le voulez pas. Que faut-il faire? Moi, je n'essaye pas de faire céder. Allez, bonsoir. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.